Salut à tous et bienvenue sur i24 News dans Social Blog, le magazine de la street culture et de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine, on découvre en images et avec nos blogueurs ce qui fait bouger les sociétés. On en parle ici avec eux cette semaine. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle dans l'équipe des blogueurs de Social Blog. Elle tient un très beau blog qui s'appelle Carnet d'Alia. C'est Perle Nicole. Bonjour Perle. Bonjour Rudy. Et merci d'être avec nous également dans ce Social Blog Israël Tavor du site Roots Israël, un site multi-contributeur sur la découverte d'Israël dans toutes ses facettes. Exactement, qui ouvre lundi 4 novembre. L'héritage d'Isaac Rabin, les Desperate Housewives turcs et le choix des blogueurs, c'est tout ça Social Blog, sommaire en images. 18 ans après son assassinat par un extrémiste, Rabin est encore dans la tête de tous les Israéliens. Qu'en est-il de son héritage pour les nouvelles générations? C'est ce que nous sommes allés demander à Dana et Zvika, les guides du musée Rabin. Bien réalisée, low cost et respectueuse de la tradition musulmane, les séries turques sont en train de déferler sur le monde arabe. Le Post décrivent pour vous les recettes de ce succès. Et enfin, les blogueurs vous conseilleront les sites et articles à ne pas manquer. Ce sera le coup de clic en fin d'émission. Et pour commencer ce Social Blog, petit tour de l'actu décalé en 56 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. Le plus jeune globe-trotteur du monde est britannique à 24 ans et en l'espace de 5 ans, il a déjà fait le tour du monde. À son palmarès, 196 pays, 125 000 livres sterling de dépensés. Si vous pouvez le faire, il a financé ses voyages en travaillant et il a voyagé pendant ses vacances scolaires. Sa prochaine destination, l'Antarctique. Après avoir fait une apparition dans Star Trek en tenue futuriste noire rayée de vert, le roi Abdallah II de Jordanie décide d'ouvrir un parc d'attractions qui s'inspire de l'histoire nabatéenne, babylonienne et romaine, avec une pointe de futurisme du 23e siècle. Coût du projet, 1,5 milliard de dollars, un fan dont l'amour n'a pas de prix. En Israël, une publicité avec des marionnettes relance le débat sur le mariage gay. Les marionnettes Sheka et Teka ont constitué le duo de présentateurs de la compagnie électrique israélienne pendant des années et ont soulevé des questions au sujet de leur identité sexuelle après chaque campagne. Dernièrement, ils ont agrandi la famille avec un nouveau-né sans toutefois avoir la présence d'une mère. La communauté LGBT est satisfaite. Perle, votre choix parmi ces trois infos? Je vais prendre le sujet sur les marionnettes et la publicité israélienne. Voilà, en fait, c'est particulièrement intéressant de voir que justement, ça tombe à peu près la même semaine que celle du dépôt de la loi sur l'union civile par Yair Lapid, et que donc en Israël, on voit que progressivement, dans les mentalités, progresse l'idée qu'il peut y avoir une union des homosexuels et que ça peut être un fait tout à fait accepté en société. On en avait parlé ici même. Israël, votre choix parmi ces trois infos? C'est le roi Hussein qui ouvre le parc d'attractions sur l'histoire du Moyen-Orient. C'est juste très intéressant parce le futur aussi. Et le futur, mais il faut regarder un petit peu le passé. C'est passionnant parce que c'est vraiment sur cette région-là que tout s'est fait, tout s'est inventé, l'écriture, la civilisation. Donc, vous le trouvez comment avec le costume de Star Trek? On va passer. D'accord. On va passer à la suite. Tous les Israéliens se souviennent ce qu'ils faisaient ce soir du 4 novembre 1995. Il y a 18 ans, Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien et artisan des accords de paix avec les Palestiniens, perd la vie. De personnage emblématique et parfois controversé, il est devenu peu à peu un personnage historique. Aujourd'hui, une génération d'Israéliens ne l'ont pas connu et partent sur ses traces au musée Rabin. Nous avons suivi Dana et Zvika, deux guides qui transmettent l'héritage de Rabin aux jeunes générations. C'est le portrait de la semaine. Il est signé Ron Friedman et Rachnek. Un soir de novembre 1995, 3 coups de feu mettent fin à la vie du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et changent le cours de l'histoire du pays. 18 ans plus tard, cet événement reste une plaie béante dans l'esprit des Israéliens et le temps n'a pas encore évacué le traumatisme. Musée Yitzhak Rabin de Tel Aviv.
Dana et Zvika passent leur journée à transmettre l'héritage Rabin, parfois en rouvrant les plaies douloureuses. J'avais 19 ans et j'étais sur le point de rejoindre l'armée et Rabin a été assassiné. J'avais un réel sentiment d'espoir. Nous pensions tous que ça y était, que la paix était sur le point d'arriver et qu'il n'y aurait plus jamais de guerre entre les Palestiniens et nous. Bien que très jeune soldat, j'ai réalisé que la démocratie en Israël ne serait plus jamais la même et quelques années plus tard, c'est ça qui m'a amené ici au centre Rabin. Zvika était alors un jeune soldat en ce sombre soir de novembre. J'étais sous le choc et je me souviens que je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je pense que beaucoup d'Israéliens n'ont pas pu retourner à leur vie normale le lendemain. Créé en 2010, le musée d'Israël du Centre Rabin raconte l'histoire du pays à travers la vie du Premier ministre né en Israël. Pour certains jeunes visiteurs, c'est la première rencontre avec Rabin en tant que personnalité et non plus uniquement comme le nom d'une route ou d'une rue. Apparemment, ils ont vraiment déduit qu'Yitzhak Rabin est un peu comme Ben Gurion ou Herzl, une figure historique très lointaine. Pour eux, que ça se soit passé il y a 18 ans ou il y a 50 ans, c'est la même chose. Bien que figure respectée, Rabin a aussi créé la controverse dans son parcours et le débat reste aussi vif concernant son héritage. La plupart d'entre eux pensent que nous n'allons pas parler des problèmes de sa vie, des décisions très dures qu'il a dû prendre ou d'un autre côté que vous n'allez pas parler de l'assassinat, du complot par exemple. Après la visite, ils vont découvrir que tout est sur la table. L'objectif du musée Rabin est double, transmettre l'héritage de l'homme d'État, mais aussi faire comprendre à la nouvelle génération israélienne les dangers de l'extrémisme. Je pense que le principe de démocratie en Israël est très important et que cette tragédie de 95 ne devrait jamais se reproduire. Comment pouvons-nous vivre ensemble avec toutes nos différences et prendre des décisions ? Et sans doute, dans l'avenir, nous devrons prendre des décisions difficiles. Alors, comment pouvons-nous le faire sans blesser les différentes personnes qui vivent en Israël ? Alors Perle, quand on va sur le mémorial Rabin, place Rabin, là où il a été assassiné, on voit sous la statue un séisme, en fait, la représentation d'un séisme. Est-ce que pour les Israéliens, ça a vraiment été ça, ce 4 novembre 1995 ? Je pense que oui, je pense que ça a été un bouleversement réel pour la société israélienne de se réveiller dans une réalité dans laquelle non seulement leur Premier ministre avait été assassiné, mais c'est leur démocratie entière qui était bafouée par un acte qui reste encore aujourd'hui à expliquer, et notamment aux jeunes générations en Israël. Donc ça reste vraiment un traumatisme, Israël. Oui, et surtout à mon avis, ça marque la fin de la naïveté un petit peu qu'il y avait en Israël. Aujourd'hui encore, les gens ne s'en sont pas remis, hein. Même ceux qui ne l'ont pas vraiment vécu, ils savent ce qui s'est passé. Et donc ça a vraiment été un point essentiel dans l'histoire israélienne. Avant, les ennemis, on se disait, c'est un peu à l'extérieur. Et là, on s'est rendu compte que les ennemis, c'était aussi à l'intérieur. C'était vraiment important. Alors dans le reportage, on voit les jeunes générations visiter ce musée Rabin, des gens qui n'ont pas encore connu, qui n'ont pas du tout connu Rabin. Est-ce que vous pensez que cet héritage s'essouffle avec le temps ? Est-ce que son souvenir, est-ce qu'il devient un personnage historique et qui n'est plus aussi frais dans la tête des Israéliens ? Non, c'est pas un souvenir qui s'estompe, c'est un souvenir qui change. C'est-à-dire que on passe maintenant d'un souvenir personnel des gens qui ont connu Rabin, qui se sont identifiés à Rabin et au rêve de Rabin, qui l'ont peut-être transformé même en espèce de martyr du processus de paix, martyr de la paix. Et aujourd'hui, on voit une jeune génération qui essaye de s'approprier le personnage de Rabin à son tour, mais qui en fait un personnage finalement beaucoup plus consensuel, qui devient un peu représentatif de la démocratie israélienne bafouée ce soir-là, et non plus le représentant d'une caste politique du pays. Alors c'est intéressant, comment on enseigne Rabin selon les diverses sensibilités du pays, c'est-à-dire école religieuse ou pas, et plutôt sensibilité de droite ou de gauche. Est-ce que Rabin, on parle de lui différemment dans le pays ? Alors par rapport au fait que ce soit de droite ou de gauche, ce qui est intéressant, c'est de regarder même le parcours de Rabin. C'est-à-dire qu'il est resté toujours sur la même ligne. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé en fait. On a l'impression qu'entre 67, où il arrive en soldat à Jérusalem, et 93, où il va signer donc, les protocoles d'accord de paix à Washington, on a l'impression que c'est différent. Non, c'est la même personne. Il a d'ailleurs toujours dit, écrit que c'était une même perspective de faire la paix. S'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Donc il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, c'est ce qu'il disait. C'est vrai, mais en même temps, c'est un souvenir. C'est vrai que le souvenir de Rabin a été extrêmement polarisé dans la société israélienne, avec toute une partie de la gauche qui s'est complètement attribuée finalement une espèce de filiation avec le personnage de Rabin, et qui en a fait même peut-être un personnage beaucoup plus à gauche dans ses déclarations que ce qu'il aurait eu à l'époque. Et aujourd'hui, un espèce de recherche de la société israélienne d'une image beaucoup plus consensuelle à laquelle la jeune génération qui ne l'a pas connue puisse encore se raccrocher. Donc pour Donc, vous... et à ce moment-là, on assiste
à une espèce de lien entre les deux morceaux de la société israélienne sur ce personnage-là. Dernière question, est-ce que pour vous, l'assassin de Rabin a aussi tué la paix? Est-ce que la paix serait arrivée si Rabin était encore parmi nous? Alors c'est très compliqué. Simplement, au moment où Rabin, entre 93 et 95, il continue à y avoir des attentats en Israël. Et ce que l'on a dit aux Israéliens, c'est en gros la paix contre la terre. Ils n'ont pas vu la paix. Ils se sont dit, 96, il y a les élections, c'est la droite qui passe. Est-ce que ça aurait été très différent? Est-ce que ce n'est pas plutôt les attentats qui ont fait très rapidement, Perle, est-ce qu'il y avait quelque chose dans sa personnalité qui faisait qu'il avait la possibilité de faire la paix? C'était un personnage tout à fait charismatique, et je pense que Rabin avait une capacité tout à fait particulière d'unir les Israéliens derrière lui. Dans cette vision. Merci à vous deux. Si je vous dis Umutsuz En Kadinlari, ça vous dit peut-être rien. C'est tout simplement le nom de la version turque des Desperate Housewives. Cette série est le fer de lance de cette nouvelle génération de production télé ottomane qui rencontre un énorme succès dans les pays du Moyen-Orient et des Balkans. Le décryptage de toutes les recettes du succès, c'est dans le post de Léa Robineau, mise en image par Raphaël Cohen. En Turquie, la version locale de Desperate Housewives, ça donne ça. Des stars locales pour des petites productions locales. Et non, la Turquie est le deuxième exportateur mondial de séries après les États-Unis. Les téléspectateurs turcs ont le choix entre 40 séries les soirs de prime time, une véritable déferlante. Je n'aurais jamais pensé que ces séries soient si bien faites et qu'elles me touchent autant. Avec ce soft power, ces séries sont une véritable mine d'or pour les producteurs d'Ankara. Elles leur apportent 80 millions de dollars par an. Mais attention, tout n'est pas permis et on ne vend pas son âme pour quelques copecs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au grain. Le garçon homosexuel qu'il y a dans la série n'est pas mentionné, il a disparu de notre série. S'il a des problèmes avec sa famille, c'est parce que c'est un voyou, et non pas parce qu'il est homosexuel. Le succès de ces séries, bon marché, identification aux personnages, histoire typiquement locale et respect de la tradition, elles ont fini par envahir les télés moyen-orientales et la Turquie, un ailleurs rêvé enfin possible, un pays traditionnel et laïque, musulman et occidentalisé, un succès qui montre peut-être aussi ce à quoi aspire le monde arabe. Le succès de ce genre de série Israël, est-ce que ce n'est pas le retour de la culture turque ? C'est surtout son expansion, c'est ça qui est intéressant. C'est que, d'ailleurs on le voit en Turquie, il y a un retour un petit peu vers une nostalgie de l'Empire ottoman, et là ils font un peu pareil, ils se tournent un petit peu vers le Moyen-Orient, ils ont l'impression que l'Europe les boude un petit peu, donc ils se disent voilà, si on nous aime pas, on va pas insister plus longtemps, on va un petit peu se tourner vers un monde arabe qui a l'air un peu plus accueillant, et donc il y a cette nostalgie vraiment de l'Empire ottoman qui arrive, donc ils se disent bah voilà, culturellement on va faire pareil, on va un petit peu dominer le Moyen-Orient sur ce point-là. Perle ? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, on a une puissance montante au Moyen-Orient et en même temps vraiment aux portes de l'Europe. Et donc on voit cette culture turque qui s'expand partout dans le monde musulman en fait, et pas seulement dans le monde arabe, avec ce lien très fort d'un pays qui est capable d'allier à la fois une certaine modernité et donc des séries inspirées, des séries américaines, voire même de certaines séries européennes, et une tradition musulmane qui reste tout à fait présente dans la société turque. C'est aussi par rapport aux tensions dans la société turque entre le monde laïque et le monde religieux. On les retrouve un petit peu, et ce qu'on retrouve maintenant dans les révolutions arabes. Merci. Dans Social Blog, chaque semaine, les blogueurs vous conseillent les meilleurs sites et les blogs à consulter. C'est maintenant et c'est le coup de clic. Perle, votre choix de blogueuse? Alors mon choix, c'est Sipour Israeli, un site israélien qui a été monté par 4 jeunes Israéliens de Jérusalem, dans lesquels ils racontent en fait les histoires d'Israéliens depuis l'intérieur de leur maison, avec cette idée que en fait, ce sont des histoires qu'on entend très peu dans la presse israélienne comme internationale. Et donc l'idée, ça va être de raconter les petits drames de la vie, les grandes joies, avec cette idée qu'en fait derrière reste dans toutes ces histoires un caractère très israélien, très marqué par à la fois le conflit. C'est en anglais ? C'est en hébreu. C'est en hébreu. C'est un hébreu assez simple. Et ça a été repris par la radio israélienne publique. Et donc ça passe à 13h à la radio tous les vendredis. C'est une plongée dans le quotidien des Israéliens. C'est une plongée complète dans le quotidien des Israéliens. C'est très très intéressant.
Très bien. Le choix d'Israël. Alors moi c'est en français, hein. On va aider un petit peu les gens à comprendre. En fait c'est un site qui s'appelle Les Grands Ducs, alors ça n'a rien à voir avec la politique, c'est de la gastronomie, c'est du savoir-vivre, c'est très agréable à lire, donc c'est vraiment sur Paris, hein. Si vous souhaitez trouver un bon endroit pour manger, pour boire, c'est vraiment le site qu'il faut consulter pour avoir de nouvelles idées. C'est du lifestyle en fait. Hein. Exactement, complètement. Et c'est assez élégant comme site. Ah, c'est très élégant, c'est vraiment, ils ont fait d'ailleurs le site il y a pas très longtemps et c'est très sympa, très agréable à lire. Il y a vraiment un ton qui est très jeune et très classe en même temps. Très bien, merci à vous deux. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a aidé à le préparer. Les liens de les liens de Perle et les liens d'Israël sont à retrouver sur la page Facebook de l'émission et les coulisses de l'émission. C'est sur Social Blog sur Facebook. N'hésitez pas à nous écrire via Twitter et donc Facebook à prolonger les débats qui se passent ici sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec les blogueurs pour scanner ensemble la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.